Hello la team, bienvenue dans cette FAQ nutrition qui n'est autre que la deuxième partie de la vidéo que je vous ai postée samedi. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous la mets dans le petit juste ici. La vidéo a été tournée le même jour mais je l'ai divisée en deux pour pas que ce soit trop long. Dans celle-ci, on parle régime cétogène, alimentation végétale chez les enfants aussi. Et on a répondu à quelques questions concernant la digestion, le lait, les œufs. Bref, de toute façon, je vous mets toutes les questions dans la barre, comme ça vous pouvez accéder à la question qui vous intéresse directement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient et ça me fait super plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et sinon on se retrouve samedi pour une journée dans mon assiette spéciale application. Allez, on démarre directement avec la première question. Donc on va passer sur les questions sur les régimes alimentaires. Il y a eu 2-3 petites questions là-dessus. J'ai eu des questions sur la diète cétogène. Je pense que c'est aussi quelque chose d'assez complet à faire. Il y a quand même plein de choses à dire. Mais est-ce que tu peux nous dire en général qu'est-ce que tu penses de la diète cétogène? Surtout que tu avais fait une expérience, il me semble que c'était sur un mois, c'est ça? C'est ça, exactement. Un mois de diète cétogène. Est-ce qu'il y a encore les stories et ce que tu en avais dit sur ton compte Instagram? Je vais la remettre à la une. On pourra les retrouver incessamment sous peu. Voilà, donc Laura avait fait le test. Donc elle avait déjà son propre avis sur la diète cétogène. Elle a voulu quand même faire le test sur un mois pour voir les effets vraiment au niveau de son corps, etc. Elle a partagé tout ça sur Instagram et donc elle va tout remettre en story à la une si jamais ça vous intéresse d'avoir son avis et ses ressentis sur ce mois-là. Et sinon, du coup, Laura, qu'est-ce que tu penses en général de cette diète qui est un peu à la mode en ce moment? Il faut savoir que c'est pas quelque chose que vous tiendrez sur le long terme. C'est impossible. D'éliminer toute une catégorie d'aliments du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose qui est impossible de faire. Vraiment. Enfin, selon mon opinion. Après, ça peut convenir à certaines personnes, mais je ne connais personne qui ne soit pas retourné à une alimentation avec des glucides sur le long terme. Que ce soit que ça ait pris quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous aurez toujours un retour aux glucides parce que c'est impossible, surtout dans la société dans laquelle on vit, de ne manger aucun glucide durant toute la journée. Il y en a vraiment partout, même il y a certains légumes qui sont riches en glucides, comparés aux autres et auxquels il faut faire attention, c'est quand même hyper restrictif. De toute façon, dans la diète cétogène, vous avez le droit, pour rester en cétose, parce que le but en fait de la diète cétogène, c'est d'entrer en cétose, vous avez droit donc à 50 grammes de glucides par jour. 50 grammes de glucides par jour, c'est... C'est rien, hein. Ça doit être quoi? Une pomme. Et par exemple, là, si je regarde mon truc de meilleure chose au monde, là, les roses des sables au chocolat au lait, pour 100 grammes, vous avez déjà 63 grammes de glucides. Vous voyez ce que je veux dire? 50 grammes de glucides, c'est hyper facile de les avoir. Là, on prend un aliment comme ça, mais il y a des glucides de partout. Même dans les légumes et dans la viande, il y a des glucides. Donc si on fait le compte de tout ce qu'on mange dans la journée où on pense qu'il n'y en a pas, finalement, il y en a partout. Je vous explique ce que je mangeais, moi, dans ma diète cétogène en général. Fromage. Et encore, il fallait pas trop en abuser non plus parce qu'il y a aussi un peu de glucides dedans. Donc fromage, sans pain, hein. Avocat, viande, poisson, légumes. Fallait que je fasse quand même un peu attention aux légumes pour pas trop en consommer, mais bon, pour vraiment arriver à 50 grammes de glucides avec les légumes, il faut y aller. Je pouvais consommer un petit peu de fruits rouges. Vraiment un petit peu. Je crois que c'était 50 grammes maximum par jour. Je pouvais consommer des yaourts mais à la grecque et un yaourt par jour, pas plus. Parce que dans les yaourts, il y a des glucides. Même sans sucre ajouté. Pas de lait demi-écrémé non plus. Le lait entier, il fallait faire vraiment très très attention. Quoique, on n'avait pas le droit. Pas de fruits, autres que des fruits rouges et en toute petite quantité. Pas de chocolat. Même noir. J'avais droit peut-être à un carreau par jour de noir 90%. Pas de sucre, pas de miel. Rien, absolument rien. Pas de céréales, absolument rien. Donc c'est très difficile de tenir ce genre de régime. Ça vous met dans un état les premières semaines où vous pourriez carrément tuer votre sœur, clairement. Plus aucun tonus musculaire non plus les premières semaines. Et après, il y a tout qui se remet en route parce que votre corps crée des corps cétoniques pour pallier au manque de glucides parce que rappelons-le, les glucides sont la première source d'énergie du corps. Donc les corps cétoniques vont permettre de créer de l'énergie et d'alimenter le cerveau. Et donc vous reprenez un peu du poil de la bête. Mais c'est pas quelque chose qui va vous faire maigrir. Ce qui va vous faire maigrir à la base avec le régime cétogène, ça va être la perte d'eau dans vos muscles avec la perte de glycogène, une substance qui est présente dans vos muscles et qui s'en va avec l'arrêt des glucides et qui a besoin d'eau pour être stockée, donc une perte d'eau. Ça va être la plus grosse perte au départ, mais ensuite ça va être un déficit calorique qui va vous permettre de continuer à perdre, sinon vous ne perdrez rien. Que ce soit en diète cétogène ou en n'importe quelle diète, ça reste quand même le déficit calorique. C'est ça. Le truc, c'est qu'il n'y a rien d'autre en fait à faire. On a l'impression en diète cétogène qu'on perd tout le temps et qu'on mange à notre faim, etc. Et que c'est plus une histoire de balance, mais que c'est bien les glucides qui font grossir. Mais au final, pas du tout. C'est juste que comme les lipides sont plus acétogènes, en fait, on va manger moins que d'habitude et du coup, on va être rassasié plus vite aussi. Et donc, on va avoir une balance énergétique qui va être diminuée par rapport à avant quand on consommait des glucides. Mais c'est uniquement une question de balance énergétique.
dans tous les cas. Donc en fait, on peut parler de n'importe quel régime alimentaire. Dans tous les cas, on en revient toujours au même point, déficit calorique. Donc il n'y a rien de miraculeux. Non. Même les petites gélules ou les petites poudres minceurs. Rien de miraculeux. C'est un travail de longue haleine sur le long terme. Exactement. Mais surtout, en fait, quand on a compris ça, que c'est une question de déficit, on peut très bien se faire plaisir tout le temps et se faire plaisir en mangeant de ce qu'on a envie vraiment, mais juste dans les bonnes quantités. Exactement. Ok, donc il y a eu pas mal de questions sur le végétarisme, véganisme. Alors déjà, quels sont les meilleurs substituts de viande? Alors je sais pas si on attendait vraiment les substituts de viande, style faux poulet ou fausse saucisse ou je ne sais quoi, ou bien protéines non animales quoi. Alors déjà, il faut dissocier le végétarisme du véganisme. Les meilleures sources de substituts à la viande dans le végétarisme, ça va être tout ce qui est œufs, produits laitiers, etc. Et après, quand on rentre dans le véganisme, c'est-à-dire vraiment sans aucun produit animalier, les meilleures sources, ça va être tout ce qui est tofu, tempeh, seitan, les légumineuses également, comme les lentilles, les haricots, etc. En complément de céréales. Mais par contre, attention aux produits industriels de substituts de viande, comme par exemple le faux poulet ou les fausses saucisses, etc. C'est très transformé. Il y a énormément d'ingrédients à l'intérieur, présence d'additifs, présence de conservateurs, etc. Et c'est pas forcément bon pour la santé, surtout consommé quotidiennement en substitut de viande. Donc vraiment faites attention et tournez-vous plutôt vers des produits qui sont pas ou peu transformés. T'en as rapidement parlé et c'est vrai que ça, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce qu'on en discute toutes les deux. C'était très important d'associer des glucides avec des légumineuses pour assimiler tous les acides aminés. Alors ouais, en fait c'est ça, exactement. Le truc qui va se passer avec les légumineuses, c'est que c'est assez haut en protéines, sauf que c'est moins bien assimilable que les protéines animales parce que ça va avoir un profil d'acides aminés qui est incomplet. En fait, on a tout un profil d'acides aminés dans les protéines animales qui va être un peu plus complet et donc en fait, c'est tous ces apports en acides aminés qui vont nous être bénéfiques. Si on a certains aliments qui ont des profils d'acides aminés qui sont incomplets, on va donc moins bien assimiler ces protéines et on va manquer de certains acides aminés sur le long terme si on ne compense pas. Mais comme la nature est bien faite, c'est là où j'allais en venir, c'est que les facteurs limitants, comme on les appelle des légumineuses, les acides aminés qui manquent dans les légumineuses, on va les retrouver dans les céréales. Et inversement, ceux qui manquent dans les céréales, on va les retrouver dans les légumineuses. Donc en fait, en associant dans notre repas des légumineuses avec des féculents, par exemple des haricots rouges avec du riz, des lentilles corail avec du quinoa, des pâtes avec des fèves ou autre, on va donc retrouver un profil d'aminé qui va être complet et donc on va pouvoir avoir une assimilation qui est plus facile des protéines. Donc quand on mange des légumineuses, il faut toujours bien penser à les associer à une autre source de glucides pour pouvoir tout assimiler parce que sinon finalement ça a peu d'intérêt au niveau protéines quoi de manger seulement les légumineuses. On perd de l'équilibre en tout cas, ouais. On perd de l'équilibre. Je trouvais ça hyper intéressant à dire parce que je l'avais jamais entendu nulle part et c'est hyper important en fait. C'est super important, sinon on peut s'exposer à des carences et c'est sûr que en fait la transition d'une alimentation générale à une alimentation végane nécessite quand même certaines connaissances. Enfin, faut pas se lancer dedans du jour au lendemain sans s'être renseigné avant, sans avoir étudié la question avant. J'ai quand même pas mal de personnes qui viennent me voir pour leur transition dans le véganisme et je trouve que c'est une très bonne façon d'appréhender le véganisme parce que c'est pas une mince affaire. Vraiment, c'est pas une mince affaire de changer son alimentation comme ça en fait. L'alimentation ça reste la santé et il faut pas faire n'importe quoi avec, donc si on peut être accompagné c'est toujours mieux que d'essayer de faire des petits changements tout seul au risque de faire des grosses bêtises. Ouais. Ensuite, on m'a posé la question, donc ça c'était une question assez précise. Est-ce qu'on peut remplacer des pâtes simples par des pâtes de légumineuses pour un enfant de 2 ans et demi? Et la question c'était est-ce que ça fait pas trop de protéines? J'avoue que je me connais pas du tout en alimentation des enfants, etc. Elle me disait que les enfants ne devaient pas trop manger de protéines parce que elle, dans son alimentation de tous les jours, elle voulait plus trop manger de pâtes blanches, mais privilégier les pâtes de légumineuses pour avoir plus de protéines. Est-ce qu'on peut faire ça aussi chez un enfant? Occasionnellement, pourquoi pas. À ce moment-là, baisser la quantité de protéines animales dans l'assiette. Je suppose que si l'enfant n'est pas végétarien ou autre, si c'est juste pour remplacer les pâtes blanches parce qu'elle ne veut plus en manger, va également y avoir une proportion de protéines animales dans l'assiette. Et à ce moment-là, réduire un peu l'apport de protéines, donc diminuer par exemple de moitié. Sinon, occasionnellement, il n'y aura pas de problème. Mais par contre, les pâtes blanches ont quand même un intérêt pour les enfants, dans le sens où plus l'alimentation va être variée pour les enfants, et plus ils vont se construire un système immunitaire qui va être fort, et
plus ils vont pouvoir être en bonne santé sur le long terme. Donc avoir une alimentation qui est très variée pour les enfants, c'est très important. Donc n'excluez pas une catégorie d'aliments. Même la viande rouge, la viande rouge est aussi importante pour les enfants, pour les taux de fer, etc. Même si elle est à consommer avec modération. Bien sûr, vous pouvez faire consommer avec modération des pâtes blanches à un enfant, etc. Mais faites attention quand même à avoir une alimentation qui soit très variée pour les enfants. Et donc, qu'est-ce que tu penses finalement de l'alimentation végétale pour un enfant si les parents sont végétariens et qu'ils veulent absolument pas que leurs enfants mangent de la viande? Végétarien, ça passe parce qu'on a quand même un apport de produits laitiers, etc. Vegan, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de cas de rachitisme chez les enfants véganes. Et également, on en a vu sur certaines études des enfants qui sont morts de malnutrition, des nourrissons ou des enfants qui sont morts de malnutrition parce que la mère ne voulait pas les nourrir avec du lait animal, etc. mais plutôt que du lait végétal, de la boisson végétale, parce qu'on n'appelle même plus ça du lait végétal maintenant. Et donc, c'est des erreurs où il faut faire vraiment très attention. Ça dépasse l'éthique et... ça dépasse le côté éthique, en fait. C'est le côté environnemental. Il faut vraiment faire très attention et vraiment beaucoup se renseigner avant de faire passer son enfant à un régime vegan. Ça peut être pas optimal, de toute façon, ce sera jamais optimal pour un enfant. Mais ça peut préserver une bonne santé. Mais par contre, il faut vraiment optimiser l'alimentation de l'enfant à ce moment-là. D'accord. Donc, s'il y a des parents végétariens, encore végétariens, ça passe parce qu'il y a quand même les produits laitiers, les œufs, etc. Mais dans tous les cas, bien se renseigner et pourquoi pas être suivi par une nutritionniste pour l'alimentation de l'enfant parce que les enfants n'ont pas du tout les mêmes besoins que les parents et donc il ne faut pas leur donner les mêmes choses. Et il ne faut pas oublier que le système nerveux de l'enfant se développe jusque 3 ans, même plus il me semble, je crois que ça va même jusque 6 ans. Je me souviens plus, mes cours de psycho sont un peu loin. L'enfant pour grandir a besoin d'énormément de protéines puisque, je le rappelle, la protéine est ce qui va construire dans le corps humain. Donc retirer la plus grosse part de protéines de son alimentation est très risqué. Et moi personnellement, sans accompagnement, je le déconseille fortement. Si jamais vous êtes végétarien ou vegan et que vous avez des enfants, faites très attention parce que ça peut être très dangereux. Donc faites-vous accompagner vers l'alimentation que vous souhaitez parce que vous avez tout à fait le droit de manger comme vous le souhaitez. Mais pour vos enfants et pour leur santé, faites les choses bien et faites-vous aider dans ce processus. Donc on a fini la partie sur les régimes alimentaires. Donc on passe à la catégorie hors catégorie où on va répondre à toutes les petites questions qu'on n'a pas placées dans la perte de poids ou dans les régimes alimentaires. Donc la première question c'est est-ce que le lait animal, est-ce que c'est vraiment mauvais pour la santé ? Ça dépend de quel lait animal on parle. C'est-à-dire que si ça va être du lait de supermarché, du lait de vache de supermarché, ultra stérilisé, donc stocké en rayon non frais, par exemple en température ambiante, consommer quotidiennement un lait comme ça peut vous être défavorable dans le sens où vous n'avez plus du tout les propriétés naturelles du lait, à part les macronutriments, mais sinon vous n'avez plus du tout les propriétés naturelles du lait. Si vous vous dirigez plus vers un lait qui va être beaucoup moins traité, beaucoup plus naturel et qui va donc conserver un peu ses propriétés naturelles, là, ça va pas du tout être la même chose et il va vous apporter un peu plus de nutriments, un peu plus de choses intéressantes. Maintenant, le lait, de manière générale, c'est à tolérance personnelle, à propos de l'intolérance au lactose qu'on développe au fur et à mesure du temps. Ça, c'est très interpersonnel. Et si vous voyez que vous digérez mal le lait, à ce moment-là, vous pouvez réduire votre consommation de lait. Par contre, si vous voyez que vous digérez très bien le lait, etc., qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, conservez votre consommation de lait. Il n'y aura pas de problème de santé tant que c'est un lait qui est sain, un lait que vous allez trouver dans les rayons frais. Alors forcément, il se conserve beaucoup moins longtemps, mais c'est un peu le principe du jeu, quoi. Après, il faut faire aussi attention à la quantité de lait qu'on consomme. Si on consomme environ, on va dire, 1 verre de lait par jour, c'est pas pareil que si on consomme 2 voire 3 verres de lait par jour. Forcément, l'excès va entraîner des conséquences sur la santé, plutôt que si on consomme juste 1 verre de lait par jour, pas tous les jours, etc. C'est un super aliment, le lait, faut pas l'oublier, mais à consommer quand même avec modération. Ok, comme tout. Et qu'est-ce que tu penses du lait sans lactose pour ceux qui sont intolérants au lactose ? Ça peut être intéressant honnêtement, ça peut être intéressant. Après, je me suis pas trop penchée sur la composition du lait sans lactose, faudrait que je me renseigne un peu. Ça m'a l'air assez intéressant. Après pareil, c'est un lait qui est très transformé, etc. Donc à ce moment-là, consommez-le également avec un peu de modération parce que c'est pas parce qu'il est sans lactose qu'il va être bon pour votre santé. Le lactose, c'est pas mauvais pour la santé. Si c'est très transformé selon les ingrédients qu'il y a dedans, justement, c'est peut-être des fois juste mieux de pas boire de lait animal si on est intolérant au lactose. Ça, faudrait que je me renseigne un peu sur la composition du lait. Je suis pas encore trop renseignée dessus, c'est vrai que je me suis pas trop posé la question. Mais c'est sûr que ça entraîne un processus de transformation un peu plus haute, du coup, pour qu'il y ait plus de lactose dedans, quoi.
Pour l'instant, on a ces informations-là, mais peut-être que tu en parleras quand tu en sauras plus sur ton compte Instagram. Je vous le remettrai juste ici. L'idée d'un prochain post, ouais, c'est sûr. Ok. Combien d'œufs on peut manger par semaine? Est-ce qu'il y a une limite d'œufs? Est-ce que manger trop d'œufs, c'est dangereux pour la santé? Alors, non. Manger trop d'œufs, on l'a longtemps pensé que c'était 2 œufs maximum par jour. Au final, c'est pas le cas. On peut consommer une quantité d'œufs élevée même par semaine sans pour autant développer du cholestérol à outrance, etc. L'œuf, en fait, c'est la protéine la plus complète, qui a un profil d'acide aminé le plus complet. C'est la protéine parfaite, en fait, dans le jargon de la nutrition. C'est un aliment qui est très intéressant, qu'il ne faut pas supprimer de son alimentation et qui est très bénéfique à de nombreux niveaux pour l'alimentation. Consommer beaucoup d'œufs par jour, par exemple, ou par semaine surtout, ne sera vraiment pas néfaste au corps humain, vraiment. D'accord, donc on peut en manger tous les jours sans souci. Aucun problème. Et plusieurs fois par jour. Génial, parce que c'est trop bon. Et c'est vrai que je m'étais un petit peu renseignée sur internet. Tout ce que je trouvais disait qu'il fallait manger 5-6 œufs par semaine maximum. Je suis ravie d'apprendre que ce n'est pas le cas et que je vais pouvoir manger autant d'œufs que je veux. Alors ça, c'est des études qui remontent de très longtemps. Depuis, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur le sujet. Beaucoup de nouvelles découvertes et on s'est rendu compte que non, pas du tout, les œufs ne font pas augmenter drastiquement le cholestérol, etc. Et qu'un excès d'œufs n'est pas néfaste pour la santé. Après, voilà, si vous consommez une boîte de 12 œufs par jour, je garantis rien. Après, c'est comme tout, hein, tout ce qui est en excès et n'est pas bon pour la santé. C'est ça, exactement, c'est la dose qui fait le poison. On peut manger des œufs tous les jours, c'est pas considéré comme de l'excès d'en manger. Après, forcément, 12 œufs par jour, c'est un peu de l'excès quand même. C'est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on peut manger quand on a des problèmes de digestion? Alors, ça dépend ce que vous entendez par problème de digestion, si c'est de la constipation ou si c'est plutôt de la diarrhée. Donc un transit accéléré. Si c'est plutôt une question de constipation, à ce moment-là, il faudrait mieux consommer plus de fibres, donc de légumes par exemple, de fruits aussi, qui vont donc accélérer un peu le transit et qui vont permettre un peu de faire aller aux toilettes fréquemment. Également, tout ce qui est pruneau, ça c'est très diurétique. Le thé également et le café. Le café le matin, c'est radical normalement. Pour l'autre côté, si donc vous avez un transit qui est trop accéléré, à ce moment-là, déjà pensez à bien vous hydrater parce que quand on a un transit qui est trop accéléré, du coup on se déshydrate beaucoup plus facilement. Du coup, pensez à bien vous hydrater et consommer plus de féculents, de riz, etc. De pâtes aussi, qui vont vous permettre donc de solidifier un peu vos selles, ouais. Voilà, légumineuses aussi. Après, pour ce qui est de la constipation, hydratez-vous aussi beaucoup. Dans tous les cas, en fait, hydratez-vous beaucoup parce que si vous avez un transit qui est ralenti, en général aussi, c'est parce que vous ne buvez pas assez. Est-ce que ça peut venir d'une intolérance, que ce soit même au lactose, au gluten ou quoi, une intolérance qu'on connaît peut-être pas? Bien sûr. En fait, les problèmes digestifs, ça peut venir d'énormément de choses. Ça peut venir d'un dérèglement de votre microbiote, donc les bactéries qui peuplent votre intestin, d'intolérance au lactose, d'intolérance au gluten, d'intolérance à certains aliments qui fermentent un peu trop. Ça peut venir d'une alimentation trop pauvre en fibres ou trop riche en fibres. Ça peut venir d'énormément de choses, d'un manque d'hydratation, d'un stress, d'un manque d'activité physique également. Il faut savoir que la sédentarité, ça ralentit le transit. Dans tous les cas, s'il y a des problèmes de digestion, c'est quand même pas normal. Si c'est des gros problèmes de digestion qui vous handicapent un peu parce que vous avez toujours mal au ventre, etc., n'hésitez pas à aller voir un spécialiste ou un médecin pour voir vraiment au fond ce qui bloque ce que vous avez et ça pourra vous aider un petit peu à libérer tout ça. Ouais, c'est sûr que c'est vraiment pas normal. Ça devient normal ce genre de problème, ça devrait pas. Tout à fait, avoir un peu mal au ventre après avoir mangé et tout. On le banalise un peu alors que ne devrait pas avoir... Sauf si on a fait un gros repas bien lourd, on a trop mangé et forcément après on a un peu mal au ventre. Mais si c'est pas le cas... Si c'est pas le cas, mieux vaut aller consulter un spécialiste histoire d'être sûr parce que c'est préserver sa santé et c'est apprendre aussi à prendre soin de soi. Est-ce que c'est mieux de manger des légumes frais, surgelés ou en conserve? Pas forcément frais, c'est le mieux puisque vous allez garder tous les micronutriments qui sont présents dans les fruits. Maintenant, surgelé, ça peut aussi être une très très bonne alternative, surtout pour les fruits et les légumes qui ne sont pas de chez nous, les fruits et les légumes exotiques. Parce qu'il faut savoir que quand on cueille des fruits et des légumes et qu'on les importe, on va les cueillir quand ils ne sont pas encore à maturité, pour les laisser mûrir dans les camions, etc., dans les transports. Donc au final, on va avoir moins de micronutriments que s'ils avaient été cueillis à maturité. Ce qui se passe dans le surgelé, c'est que les fruits et les légumes n'ont pas à attendre, ils vont être cueillis à maturité, surgelés et ensuite du coup ils vont être conservés surgelés et donc là quand on va les décongeler on aura tous les micronutriments qui seront encore présents et donc c'est limite mieux en fait en termes de micronutriments de consommer les produits exotiques surgelés plutôt que frais.
D'accord, ou les produits qui ne sont pas de saison. Les produits qui sont pas de saison également, ouais. Après, concernant les conserves, je suis un peu plus mitigée dans le sens où il va y avoir quand même pas mal de micronutriments qui vont être détruits lors de... Et donc en fait, dans ce phénomène-là, les boîtes de conserve vont être chauffées à un très haut degré pour permettre de les conserver dans un bocal sans que ça se détériore. Ça va conserver moins de micronutriments, donc c'est moins intéressant, mais c'est pas non plus le pire, on va dire. Vaut mieux manger des légumes en conserve que ne pas manger de légumes du tout. Ouais, complètement. C'est surtout le cas pour les légumineuses. Je sais que pour les légumineuses, c'est un peu compliqué de les faire tremper 12 heures avant, etc. Et puis ensuite de les faire cuire et tout machin. C'est plus facile de les prendre en conserve et c'est plus rapide surtout. C'est surtout le cas pour les légumineuses. Mais après, pour les légumes, franchement, préférez-les surgelés ou frais. C'est largement... En plus, c'est bien meilleur au goût, quoi. Du coup, tu parlais des légumineuses. Nutritionnellement parlant, c'est quand même mieux de les prendre secs et de les faire cuire nous-mêmes. Ouais, mais c'est sûr que c'est mieux de les faire cuire vous-même. Il faut faire attention à bien les faire tremper avant parce qu'il y a quand même pas mal d'antinutriments dans les légumineuses et ça peut engendrer des troubles digestifs de ne pas les faire tremper avant, de ne pas assez les faire tremper avant, de ne pas assez les faire cuire aussi. Donc sur ça, il faut faire attention. Si on les consomme secs, enfin si on les prend secs, bien les faire tremper au moins 12 heures avant et ensuite de bien les faire cuire et voilà. Ok. Bon ben Laura, écoute, t'as répondu à toutes les questions. Je trouvais ça hyper intéressant parce que t'as toujours expliqué pourquoi et c'est quand même très facile à comprendre, même quand on n'est pas dans la nutrition. Tant mieux alors. Donc merci beaucoup. Bah de rien, ça a été un plaisir et puis bah on se refait ça quand vous voulez. On se refait ça. Si vous avez des petites idées ou des envies de vidéos qu'on fasse, parce que moi je suis pas du tout dans la diététique et la nutrition, donc j'ai des petites connaissances, mais pour faire des vidéos comme ça, je préfère quand même avoir une professionnelle avec moi pour vraiment, pour pas dire de bêtises et pour être sûre de ce qu'elle dit. J'ai totalement confiance en Laura. Donc si jamais vous avez envie d'une autre vidéo, d'un autre thème, toujours au niveau de la nutrition ou d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. S'il y a beaucoup d'autres questions, pourquoi pas faire une FAQ numéro 2 ? Et aussi parler dans une prochaine vidéo de la reverse diet et du jeûne intermittent parce que je pense que cette vidéo sera assez longue. Et si possible, ça sera mieux aussi de la faire ensemble. Ouais, avec plaisir. Alors si vous voulez aller suivre Laura sur ses réseaux sociaux, je vous les mets juste ici, c'est Laura Conseil. Donc elle a démarré son compte il y a peu, elle y donne de très bons conseils. On se retrouve dans une prochaine vidéo et tout de suite sur nos 2 comptes Instagram. Au revoir, merci.